685 francs CFA, c'est le nouveau prix de l'essence à la pompe dans les stations, soit 10 francs de plus. Le litre de gasoil, qui était de 700, passe désormais à 720 francs. Une hausse du prix des produits pétroliers qui intervient à la suite d'une décision du directeur du commerce intérieur datant du 31 décembre 2024. Une nouvelle qui surprend plus d'un. L'essence a augmenté de prix, le gazole aussi. Voilà que la vie devient de plus en plus chère. Il n'y a pas d'argent dans le pays, l'essence augmente encore de prix. Qu'allons-nous faire? Tout est cher. Chères autorités, veuillez revoir cette situation pour nous, afin que nos souffrances soient allégées. Nous ne pouvons pas être en train de parler de quoi manger et être traumatisés par le prix de l'essence. Moi, je suis surprise. Je ne savais même pas. Je viens d'arriver, puis je viens de l'apprendre. Je ne savais même pas. Et puis ça me surprend. Je ne comprends pas comment le prix de l'essence peut augmenter comme ça. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. D'abord, les temps sont durs, on n'a pas l'argent. Et dire qu'il faut encore augmenter le prix de l'essence, franchement, moi, ça me surprend. Il n'y a pas d'argent dans le pays. Et puis le peu qu'on prend pour se déplacer, on augmente encore. Comment veulent-ils qu'on fasse? Moi, je ne comprends pas. Au Togo, par exemple, pays frontalier avec le Bénin, les prix des produits pétroliers enregistrent une légère diminution depuis quelques semaines. Le gasoil, par exemple, est passé de 775 à 695 francs le litre, soit une baisse de 80 francs. De son côté, le prix de l'essence subit une diminution de 20 francs par litre, s'établissant désormais à 680 francs au lieu de 700 francs. Les associations de consommateurs ne sont pas indifférentes à cette situation, source de la hausse des prix des produits de première nécessité. Il faut reconnaître que depuis quelque temps, on a noté l'augmentation du prix dans la sous-région. Nous avions pensé que, au regard des difficultés que rencontrent les populations ces dernières années, le gouvernement avait mis en place un mécanisme pour maîtriser quand même le prix du carburant. Mais malheureusement, nous notons cette augmentation. Qu'est-ce qui a pu justifier cela? Est-ce que c'est l'augmentation du prix à l'international? À ce coût, avec le pouvoir d'achat des populations, nous pensons quand même que c'est difficile à tenir. C'est vrai que, en tant qu'association consommateur, nous avons essayé de comprendre au niveau de la sous-région ce qui se passe. Le coût du dollar qui a augmenté, le prix du carburant qui a augmenté, mais chaque État met en place sa politique de prix pour aider les utilisateurs à pouvoir supporter le coût. C'est ce que nous pouvons simplement demander au gouvernement, à nos gouvernants. Et si nous sortons d'un budget, automatiquement on constate cette augmentation, on peut se demander si ça a été débattu au niveau du Parlement avant que le budget ne soit voté. Est-ce que cette augmentation a été prévue déjà au niveau du budget? On n'a pas compris grand-chose puisqu'on n'a pas communiqué autour de cette augmentation. Donc ça nous a surpris et malheureusement, nous sommes confrontés à cela. Vivement que si c'est des situations exogènes qui ont justifié, ont motivé cette augmentation, nous allons demander au gouvernement de voir dans quelle mesure on pourrait essayer de trouver une situation intermédiaire pour revenir au prix précédent afin que les consommateurs puissent faire face à cette situation déjà difficile. En moins d'un an, le prix du litre d'essence est passé de 650 à 695 francs aux grandes dames des consommateurs béninois. À espérer que le gouvernement puisse agir au plus tôt pour juguler cette conjoncture qui n'a que trop duré. Il y a quelques années en arrière, cette rue pavée longeait encore sur plusieurs dizaines de mètres en avant. Aujourd'hui, cette rue réalisée à coût de millions de francs CFA est en train de laisser place aux vagues de la mer qui vont et reviennent. Moi, je suis venu dans ce quartier, ça fait 2 ans. Et c'est pour mon travail que je suis venu habiter le quartier. Et à force de... Bon, là où je travaille, c'est totalement au bord de la mer. J'ai constaté que déjà, il y a la mer qui avance et puis il y a des étages. Tout près, là, il y avait un étage qui s'est découlé récemment. La mer était à des kilomètres. Il y avait des buvettes et des étages de grandes personnalités. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas ça. Et à chaque année, ça ne fait que bouffer. Ça ne fait que bouffer. Et tout récemment, vers le parc d'à côté, ça n'a même pas fait 1 an.
C'est un truc de 3 mois par là. Ça fait tomber l'étage qui est derrière le parc là. Donc ça continue, ça force c'est trop. Disons que c'est après la réalisation de l'épi, depuis à peu près de Domaine jusqu'à PK10. Après la réalisation de ces épis là, jusqu'au dernier épi, l'épi 7 qui est là. C'est juste après la réalisation de ces travaux là qu'on a commencé par constater l'érosion du côté de CIV ici. Situé dans l'arrondissement d'Ekbé, CIV était encore une zone à fort potentiel économique grâce à ce parc automobile qui était un lieu d'échange commercial. Désormais, ce sont les ruines de ce parc et des maisons environnantes qui attendent d'être englouties par cette mer qui ne laisse rien sur son passage. Ceci, malgré les sollicitations des habitants pour que le gouvernement vienne à leur rescousse. Beaucoup de choses ont été faites, parce que les autorités locales aussi savent bien ce qui se passe ici. Et même l'État même sait qu'il se passe beaucoup de choses ici, il se passe des choses ici. Et on n'a pas manqué de faire des communications, même les démarches vers les ministères, les écrits, on n'a pas manqué de faire ce genre d'action. On vivait en paix et on pensait qu'on était dans un quartier résidentiel. On ne savait pas que d'un jour à l'autre, on va se retrouver face à cette situation-là. C'est très bon. Les gens, les amis nous ont quittés, ils ont laissé leur maison, ils sont allés s'installer ailleurs. C'est très difficile. C'est pénible en tout cas. Je ne sais pas si l'État peut voir ça avec nous. Au moins prendre une décision conformément à cela. Sinon, ça se tend vers le goudron, comme ça, à petits coups. On va de l'autre côté là-bas. On a constaté qu'ils ont mis des épis pour empêcher la mer d'avancer un peu. Donc moi, j'invite l'État à y penser à cela. Aussi, déjà à cause de l'avancement de la mer, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent les riches. Je dirais que ce sont des personnes retraitées. Les regards sont désormais tournés vers les autorités compétentes qui jusque-là restent silencieuses face aux peines de ses habitants. Une prompte réaction de leur part serait souhaitable au risque de voir les réalisations et souvenirs de toute une vie emportés par ces vagues. Dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir.
partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela, qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant « ils sont chassés d'Afrique ». Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Les autorités ivoiriennes ont tranché. Le navire Zimrida, longtemps bloqué hors des eaux ivoiriennes, n'est pas une bombe flottante. Ce mardi, il a finalement accosté au port d'Abidjan avec à son bord 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Les autorités assurent cette cargaison, utilisée pour les engrais et industries minières, ne représente aucun danger pour les installations portuaires ni pour les populations. Tout serait en règle, autorisation incluse. Ce matin, une visite de presse a été organisée à bord pour rassurer. Ces dernières années, il y a eu une expansion de l'industrie minière. Et c'est chaque jour qu'il y a des découvertes de nouvelles mines, des mines de classe mondiale. Ces mines-là utilisent beaucoup d'ammonium. Et pour vous donner quelques chiffres, en 2023, le port d'Abidjan a manipulé 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. En 2024, on a manipulé en réalité 46 375 tonnes de nitrate d'ammonium. Tant que l'industrie minière va aller croissante, vous verrez aussi le trafic d'ammonium au port d'Abidjan va varier. Mais cette arrivée fait graisser les dents. Le nitrate d'ammonium reste associé à des drames comme l'explosion au port de Beyrouth en 2020. Sur les 20 000 tonnes transportées par le Zimrida, près de 7 656 tonnes sont destinées à un client ivoirien. Une partie de l'opinion publique reste méfiante. Rue déserte, commerce fermé, Conakry avait les allures d'une ville fantôme lundi. Les habitants ont décidé de rester chez eux alors que des manifestations avaient lieu dans plusieurs quartiers de la capitale guinéenne à l'appel de l'opposition. Le bilan provisoire fait état d'au moins un mort et de nombreux blessés. Plusieurs personnes ont aussi été arrêtées. L'opposition veut obtenir le départ de la junte militaire. Les forces vives de Guinée avaient averti. Elles refuseraient de reconnaître les militaires après le 31 décembre qui marque la fin de la transition. Néanmoins, lors de son discours de fin d'année, le général Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis 2021, a promis des élections cette année. Pas de quoi pousser l'opposition à mettre de l'eau dans son vin.
Les tensions entre le Mali et l'Algérie s'intensifient après que le gouvernement malien a porté des allégations d'ingérence à l'encontre d'Alger la semaine dernière. Bamako accusait également le pays de complicité avec les terroristes qui sévissent dans le Sahel. Des propos intervenus alors que l'Algérie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies avec la lutte antiterroriste en Afrique comme priorité. Le Mali s'exprimait notamment en réaction au refus du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de qualifier de terroristes les mouvements séparatistes touaregs du nord du Mali, signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. Cet accord qui visait à résoudre politiquement le conflit dans le nord du Mali opposait la République du Mali à la coordination des mouvements de l'Azawad, mouvement séparatiste touareg. Au cœur des tensions entre les deux pays, cet accord est considéré comme caduc par les militaires au pouvoir au Mali, qui s'en sont retirés il y a un an. John Mahama de retour aux affaires 8 ans après son départ du pouvoir. Il a prêté serment mardi à la place de l'indépendance à Accra, la capitale. Vainqueur de la présidentielle de décembre au Ghana avec plus de 56% des suffrages, il hérite d'un pays en proie aux difficultés économiques. Lors de son investiture, il a promis d'inverser la tendance. Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons sont en effet désastreuses. Malgré cela, j'agirai de manière décisive et rapide. Nous concentrerons nos premiers efforts sur 4 domaines essentiels. Le premier est la restauration de l'économie et la stabilisation de l'environnement macroéconomique. Les populations ont pris bonne note, elles qui attendent du nouveau pouvoir des solutions aux maux qui minent leur quotidien, notamment le chômage, qui touche particulièrement les jeunes. Lorsque notre ancien président était au pouvoir, nous étions confrontés à de nombreux défis. Après les études, il est difficile pour nos parents de nous aider à aller de l'avant. Il y a de nombreux diplômés sans emploi parmi nous. Nous attendons donc de lui qu'il nous trouve des emplois, afin que nous puissions être capables de nous prendre en charge. Question de rendre heureux nos parents qui ont souffert pour nous amener là où nous sommes. John Dramani Mahama, 66 ans, a déjà dirigé le Ghana de 2012 à 2017. En Haïti, le nombre de décès a augmenté de plus de 20% en 2024 par rapport à l'année 2023, selon le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. Le triste bilan de l'an dernier a été dressé mardi par le porte-parole du secrétaire général de l'institution. Au moins 5601 personnes ont été tuées en Haïti l'an dernier à cause de la violence exercée par les gangs armés, soit une augmentation de 1000 victimes par rapport au total enregistré en 2023. Plus de 2200 personnes ont été blessées et plus de 1494 ont été kidnappées par les gangs. Le Bureau des droits de l'homme a également documenté 315 lynchages de membres de gangs ou de personnes supposées associées à ces gangs. Par ailleurs, 281 cas d'exécution sommaire présumés impliquant des unités spéciales de la police ont été signalés. Dans une déclaration, Volker Türk, notre haut-commissaire aux droits de l'homme, a souligné que ces chiffres montrent la violence incessante à laquelle les Haïtiens sont confrontés. Il a ajouté que l'impunité pour les violences et abus des droits de l'homme, ainsi que la corruption, restent des problèmes omniprésents en Haïti. Environ 150 policiers militaires d'Amérique centrale sont arrivés en Haïti en soutien au gouvernement dans la lutte contre les gangs qui sévissent dans ce pays des Caraïbes. Reprise mardi des vols internationaux au départ de Damas, interrompu le 8 décembre, date de la chute de Bachar al-Assad. Ces hommes et femmes passent le contrôle des passeports à la frontière, à l'aéroport de la capitale syrienne. Certains brandissent leurs documents de voyage, signe de leur joie. Ils faisaient partie de 145 passagers du premier vol de Syrian Airlines après la libération, selon l'expression officielle désignant la chute du régime Assad. L'appareil doit atterrir
aux Émirats arabes unis. Alors que dans le sens des arrivées, le tarmac de l'aéroport de la capitale syrienne a accueilli mardi même le vol de Qatar Airways, une première après 13 ans de passage à vide. Mais combien de pays vont décider de desservir la capitale syrienne? L'optimisme règne à Damas alors que les nouvelles autorités sont en campagne pour renouer les liens avec divers pays. L'Indonésie rejoint officiellement les BRICS, un bloc d'économies émergentes qui gagne en influence. Après avoir été approuvée par les dirigeants en août 2023, l'Indonésie a choisi de formaliser son adhésion sous son nouveau gouvernement élu. Le ministre des Affaires étrangères indonésien a salué cette nouvelle dans un communiqué publié mardi, tout comme le Brésil qui assure cette année la présidence tournante du groupe. Le gouvernement brésilien a souligné que l'Indonésie, avec sa vaste population et sa dynamique économique, partage les valeurs du bloc, notamment la réforme des institutions mondiales et la coopération sud-sud. Le pays rejoint un groupe déjà composé de 10 États dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Avec l'entrée de la première économie d'Asie du Sud-Est, les relations économiques entre ces nations devraient se renforcer. Le bloc devra aussi affronter les défis du retour de Donald Trump, opposé à l'abandon du dollar par les BRICS. Un fort tremblement de terre a fait au moins 95 morts et près de 130 blessés au Tibet très tôt ce mardi. De nombreuses personnes sont toujours coincées sous les débris. Des dizaines de répliques ont secoué cette région himalayenne du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine. Environ 1500 pompiers et secouristes ont été déployés sur le terrain pour tenter de retrouver des survivants. 200 soldats se sont joints aux recherches, selon CCTV. L'Institut d'études géologiques américain a de son côté fait état d'un tremblement de terre de magnitude 7,1 dans la région. Il a été ressenti jusqu'à Katmandou au Népal. La Chine a enregistré une magnitude de 6,8. Une cinquantaine de répliques ont été enregistrées dans les 3 heures qui ont suivi le tremblement de terre et la zone panoramique du mont Everest du côté chinois a été fermée après le séisme. Ce canton, situé en haute altitude, compte environ 62 000 habitants.